Analyse de la pleine lune du 6 avril 2023 à 6h34, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune en Balance qui signe l'apogée d'une lunaison qui, somme toute, figurera dans les annales, notamment avec le premier passage de Pluton en Verseau qui nous a véritablement plongé collectivement dans un bain au relent révolutionnaire ou du moins extrêmement contestataire. Il a suffi des énergies de l'équinoxe en Bélier pour faire allumer la mèche qui a longtemps tardé à s'enflammer, il faut bien se l'avouer. Mais à présent que nous y sommes et que nous arrivons à mi-parcours de cette première lunaison de l'année astrologique, nous sommes invités à devoir rééquilibrer tous ces excès martiens avec les énergies de la Balance, et donc par l'entremise de Vénus, qui est toujours en Taureau, et non loin d'Uranus. Cet axe Bélier-Balance est d'autant plus intéressant qu'il ne nous concerne pas seulement pour cette lunaison. La prochaine nouvelle lune, couplée d'une éclipse solaire totale, se refera dans le Bélier, mais cela nous y reviendrons en temps et en heure. Et au-delà de ça, cet axe se présentera pour environ 18 mois, ce qui n'est pas rien, lorsque les nœuds lunaires, qui se trouvent toujours dans l'axe Taureau-Scorpion, passeront la main dès la mi-juillet pour nous faire travailler en profondeur sur ce changement de cap qui se dessine déjà au fur et à mesure. Alors pour tous ceux qui espèrent concorde et harmonie, il faut se rendre à l'évidence qu'avec le Bélier au nœud nord, les énergies tendront plus fortement vers la guerre, puisque Mars en est le dépositaire, plutôt que vers une harmonie de façade et qui ne repose plus que sur du vent, nœud sud en Balance. Alors, je ne creuserai pas davantage là-dessus pour cette capsule, je considère que nous avons déjà énormément de choses à voir rien qu'en regardant cette carte, mais il est important de garder en tête que ce qui se joue à présent n'est que le détonateur d'un mouvement extrêmement dynamique qui va s'amplifier dans le temps et qui va nous demander d'avoir du cran, les reins solides, et en même temps suffisamment de contrôle sur soi pour ne pas rajouter de l'huile sur un brasier géant. Rien de tout ceci n'est négatif, bien au contraire. Je pense très sincèrement qu'un vrai nouveau départ commence enfin à se manifester. Jusqu'à présent, tout était très ténu, contrôlé, intérieur. On a eu de nombreux mois pour effectuer ce travail de déconditionnement, de deuil et de lâcher prise. Il nous reste encore un peu de temps pour fignoler certains détails, purger totalement les petits recoins, pour nous permettre ce saut dans l'inconnu, qui pourrait s'apparenter à une sorte de saut quantique s'il est bien maîtrisé, c'est-à-dire un changement brutal de paradigme qui peut nous donner l'impression de passer d'un claquement de doigts d'un monde à un autre. Alors pour revenir sur cette carte, nous pouvons observer immédiatement que la pleine lune s'oppose en dehors du Soleil avec Jupiter et Chiron. Ce trio va forcément colorer très fortement la carte, mais pas seulement. Autre élément intéressant et qui saute directement aux yeux est une figure que l'on appelle un cerf-volant, c'est-à-dire un grand trigone unissant ici le nœud sud en Scorpion tout en haut, Saturne en Poisson et Mars en Cancer, tous deux reliés par un sextile à la conjonction Mercure nœud nord en Taureau. Alors on considère souvent cette disposition comme harmonique car toutes les planètes dialoguent très bien entre elles, mais ce n'est pas parce que le dialogue est fluide que la résultante est forcément positive, surtout quand Pluton se trouve au carré des nœuds lunaires et donc de Mercure. Alors je le répète sans cesse, les aspects ne sont pas manichéens, on peut avoir dans son thème des carrés ou des oppositions en tout genre et vivre une vie beaucoup plus excitante ou prometteuse qu'un thème jonché d'aspects bleus, sur lequel on peut se reposer et qui ne fera pas avancer le schmilblick. Nous allons essayer d'interpréter tout ça avec la plus grande neutralité et en prenant compte de la globalité des éléments en présence, car ce serait vraiment naïf de penser qu'une seule figure puisse changer la donne. Les aspects nous donnent une trame à l'histoire qui se joue, c'est vrai, mais rien ne nous empêche de les vivre à notre façon et avec tout notre libre arbitre. C'est ce qu'on appelle l'astrologie d'évolution, et non pas l'astrologie bas de plafond ou naïve. Nous avons toujours la possibilité de décider, à partir du moment où nous avons connaissance des tenants et des aboutissants, pour faire évoluer l'histoire ou la laisser se répéter, que ce soit dans notre vie individuelle avec notre thème, nos transits, ou plus collectivement par ces analyses. Excuse-moi Magali, oui. mais
trêve de blabla, s'il te plaît. Et si tu pouvais un petit peu adoucir tes propos, les tempérer, tu vois ce que je veux dire. Pas de souci, c'est ma chère amie la balance qui tente de rentrer dans mon introduction, mais je comprends tout à fait. Je prends en compte ta suggestion. Voilà. Le bélier n'est pas forcément buté. Enfin, je ne suis pas bélier, mais je prends sa défense. Tout à fait, il n'est pas buté, mais... Il est un peu pressé et violent, agressif. Tu vois ce que je veux dire. Il est pressé comme toi d'ailleurs, et comme vous très certainement qui écoutez cette capsule. Donc je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais non, du tout. Mais le bélier est en train de sérieusement s'énerver. Je l'entends à côté donner des grands coups de corne, donc on va calmer le jeu. Et puis on va en venir directement aux faits. La pleine lune se trouve sur le 16e degré 07 de la balance. Son degré sabian nous dit: un officier de marine à la retraite observe le va-et-vient des voiliers dans le port. La dominante est la capacité d'acquérir une compréhension objective et sereine des expériences humaines où l'on s'est jadis profondément investi. Alors ce symbole, nous en avons déjà parlé lors de la pleine lune du 9 octobre dernier en Bélier, lorsque le soleil en balance était précisément sur ce même degré. Dans tous les cas, il serait intéressant de faire le parallèle avec ce qui a pu se jouer à ce moment-là. Il est tout à fait probable qu'on puisse y trouver une sorte de résonance ou de suite avec ce qui se passe à présent. En substance, ce degré, tout comme celui du soleil en bélier, nous parle de pondération, de sérénité, d'objectivité et de maturité. Après l'avènement, lors de la nouvelle lune, de toutes ces énergies béliers qui symbolisent la naissance de quelque chose de nouveau, et donc d'encore très jeune, immature et extériorisé, nous sommes invités à présent à faire comme un premier retour sur soi, ou dirais-je plutôt en soi-même, pour nous permettre d'y mettre de la conscience, qui à elle seule canalise n'importe quel excès. À vouloir nous déployer trop fort, trop vite, et sous le coup d'une impulsion, nous devons à présent, alors non pas de nous arrêter brusquement, mais de nous questionner sur la direction à suivre, et de la façon dont nous allons continuer la route. Si nous nous appuyons seulement sur des faits extérieurs, nous prenons le risque d'en juger prématurément la finalité. L'observation tranquille du remue-ménage des voiliers dans le port permet à cet officier en retraite, c'est-à-dire en retrait du mouvement extérieur, de prendre la distance nécessaire pour appréhender en toute objectivité les différentes finalités qui s'esquissent à peine. L'investissement de cet homme ne se fait plus dans l'action concrète, active sur ses voiliers, mais se situe par l'expérience vécue, et pour qu'une expérience soit conscientisée, comprise et dépassée, ce n'est jamais pendant, mais après l'action. Et c'est cela que la balance apporte au bélier par son opposition, c'est-à-dire par sa complémentarité. L'apprentissage du regard extérieur, la prise en compte de ce qui se joue au dehors de soi et qui n'est jamais rien d'autre que le reflet de ce qui commence en nous. Ce degré sabian nous invite à un esprit serein et qui n'a rien à voir avec un esprit faible, bien au contraire. Chose intéressante également et qui se dégage de ce degré est cette idée de génération. On peut tout à fait imaginer que ce vieil officier accepte de laisser faire la relève. Alors si l'on fait le parallèle avec ce qui se joue en ce moment même dans notre pays et même ailleurs, nous observons bien qu'au-delà de la lutte de classe, opère également une scission de plus en plus profonde entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'est-à-dire entre le Capricorne et le Verseau. Les jeunes se mobilisent de plus en plus, d'ailleurs beaucoup ont tendance à les décrédibiliser, alors que ces derniers ont subi depuis la pandémie des restrictions intolérables au nom de la préservation de leurs aînés. Et quand ces derniers agissent, on va leur reprocher d'être trop jeunes, trop immatures ou naïfs pour s'engager dans des histoires qui ne les concernent pas. Ce comportement paternaliste est à milieu de la figure de ce vieil officier qui a compris qu'il fallait passer la main, accepter que ses vieux rêves ne soient plus forcément synchrones à ceux de ces jeunes matelots et en qui il fait confiance d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils en feront, comme lors d'un cycle qui évolue sans cesse et qui n'a rien à craindre à voir tout se transformer après lui. Il y a donc bien là encore cette idée de confiance qui ne peut se gagner que par le lâcher-prise, une sacrée dose de sagesse, et par là même
un certain détachement de son ego. Dans le signe de la Balance, la Lune est Yang, cardinal et équinoxial d'air, ce qui signifie que toute situation est bonne pour initier du changement et rayonner dans toutes les directions, notamment à travers ses relations, dans un désir d'harmonie. À l'opposition du signe du Bélier qui aura tendance à privilégier l'art de la guerre pour faire avancer les choses, la Balance, sous la maîtrise de Vénus, préférera quant à elle initier l'art de la paix et de la concorde. Tous les attributs d'air vénusien feront partie de son escarcelle, la douceur, l'esthétisme, la beauté, l'affection, la rondeur, bref, tout ce qui peut lui permettre d'apaiser les choses pour que chaque chose soit parfaitement à sa place. À la différence des poissons qui ont tendance à vouloir tout fusionner, la Balance sait très habilement se positionner pour ne pas suffoquer dans ses relations. Malgré son charme, qu'elle sait user à la perfection, cette dernière sait faire preuve de bon sens et de stratégie. C'est une excellente diplomate, une conciliatrice hors pair, qui sait bien mieux que les autres que c'est en se montrant la plus juste qu'elle saura positionner au mieux ses billes. Et c'est par là même toute l'ambivalence de ce signe qui, comme tous les autres, a sa part d'ombre. Il serait bien naïf de ranger la Balance dans une seule case. Malgré sa volonté à chercher le compromis, elle n'en oublie pas sa propre individualité et sait toujours trancher, parfois de façon implacable, quand elle sent que les choses ne tournent pas dans son sens. D'ailleurs, c'est le seul signe du zodiaque qui s'apparente à un objet. La Balance représente la justice, et c'est bien pour cela que Saturne est exalté dans ce signe. La justice des hommes n'est que le reflet de ce qu'ils sont, et parfois elle peut être terrible, inflexible, injuste, cruelle, intransigeante. D'ailleurs, si l'on regarde la lame de la justice du tarot de Marseille, nous pouvons observer certains détails qui ne sautent pas forcément aux yeux d'entrée de jeu, mais par exemple, le coude gauche du personnage semble insidieusement appuyé sur le haut du plateau, comme pour le pousser un poil vers le bas. Et si nous détaillons davantage, nous pourrions également voir d'autres subtilités de ce genre. Alors ce n'est pas pour critiquer purement et simplement les énergies de ce signe, mais simplement pour nous questionner sur la véracité d'une justice exemplaire et parfaite en tout point, égale dans ses structures. Plus la Balance restera dans ce déni, et plus elle court le risque d'aller vers sa chute. Et c'est pour cela qu'elle a tendance à hésiter, par crainte de perdre l'estime ou l'affection des autres, ou de l'image de probité qu'elle espère tellement garder. La véritable justice ne se résume pas à des textes de loi ou des institutions formelles. Il suffit d'observer que cette dernière doit continuellement s'adapter et se renouveler, notamment par des révisions de textes ou de nouvelles jurisprudences. Dans ce signe, la Lune a besoin d'éprouver son besoin d'équilibre, et qui ne signifie pas forcément que les deux plateaux, c'est-à-dire la dualité, reposent pareillement au même niveau. En amour, par exemple, il serait totalement naïf de penser que deux partenaires s'aiment autant et à la même proportion. Alors certes, nous tentons toujours plus ou moins inconsciemment de trouver la juste mesure, celle qui répartit à part égale le poids que nous endossons, mais la Balance doit être capable de faire ce distinguo subtil entre les faits et la réalité. Alors c'est une sacrée responsabilité, cela demande énormément d'humilité et d'objectivité, car justice et sentiments ne font toujours pas bon ménage, surtout quand il y a de l'ego. Et plus cette dernière sera en mesure de lever le coude gauche, c'est-à-dire celui près du cœur, et plus elle acceptera de laisser faire la justice divine, la seule qui, dans le fond, ne se trompera jamais. Alors regardons à présent les différents aspects que la pleine lune formera. Alors commençons par ce qui lui fait face, c'est-à-dire la triple conjonction entre le Soleil, Chiron et Jupiter. Cet amas en bélier porte en lui des énergies que nous devons forcément cumuler ensemble, car comme vous le savez sans doute, une conjonction est un ensemble de potentialités qui agissent de concert. Le Soleil et Jupiter nous parlent forcément de légitimité, et en bélier, elle portera sur la légitimité d'une action individuelle. Chiron vient rajouter ce petit plus, ou dirais-je plutôt ce petit caillou dans la chaussure qui vient réveiller la blessure originelle, à savoir
mon désir d'agir comme je l'entends, de façon totalement individualiste et brute de décoffrage, qui peut être institutionnellement juste, c'est-à-dire conforme à la loi, mais pour le coup, est-il légitimement acceptable et juste vis-à-vis des autres ? Alors la légitimité fait beaucoup parler d'elle, notamment depuis le 49.3 pour la réforme des retraites. Alors vous me direz, ce n'était pas le premier, certes, mais c'était très certainement la goutte d'eau qui a fait déborder un vase vraiment à ras-bord. Chiron et Jupiter forment une conjonction depuis un petit moment déjà, et lors de ce passage en force, leur conjonction était au plus près. Cet exemple est tout à fait flagrant et continuera encore à faire parler de lui durant cette pleine lune. Il me semble que lors de la dernière analyse, je laissais entendre que cet aspect était la clé de toute la problématique que contenait cette première lunaison de l'année et qui pouvait empêcher, voire carrément tuer dans l'œuf, un réel nouveau départ. Alors collectivement, voilà où nous en sommes. Il me semble que cette opposition entre ce trio en bélier et la lune en balance va venir profondément mettre en lumière cette idée d'injustice et de légitimité à remettre en cause. Pour le moment, cette réforme n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel. Il me semble que c'est le 14 avril. Et même si on peut ne pas en attendre grand-chose, peut-être que la pression populaire viendrait pousser quelque chose qui les forcerait à réviser certaines problématiques. Ce qui est certain, c'est que la Lune, qui représente le peuple, fait face et met en lumière les déséquilibres d'un pouvoir excessif et totalement sourd. Je ne détaillerai donc pas plus, il suffit de regarder tout ce qui se passe. La carte est pour le coup très claire. Alors dans votre vie à vous, si ces aspects touchent des points importants de votre thème, n'y aurait-il pas à un endroit ce petit quelque chose qui ne demanderait qu'à être reconsidéré pour pouvoir rétablir la balance ? L'astéroïde Pallas se trouve au carré de cette opposition. Alors en Cancer, elle peut faire référence à de la stratégie politique qui, en aspect de tension de part et d'autre, peut indiquer qu'il sera bien difficile de trouver l'art et la manière pour un compromis nécessaire entre un peuple et un pouvoir qui ne lâche rien et dont les actions ne suffisent pas à faire bouger les lignes. Et pourtant, si nous nous en référons au degré Sabian, l'idée ne serait-elle pas de prendre ce recul et cette hauteur suffisante pour lâcher un peu de lest, quitte à passer le relais à quelque chose ou quelqu'un de suffisamment objectif qui proposera une solution juste et démocratique. Le quinconce croissant entre Uranus et la Lune nous parle là encore de rééquilibrage, car cette énergie peut là encore insuffler énormément d'irritabilité. L'esprit contestataire, voire quasi révolutionnaire d'une partie de la population aura bien du mal à se canaliser. Une brèche s'est ouverte et la colère et le désir de justice a bien du mal à s'éteindre, quitte à partir parfois au-delà de la raison. Cet aspect nous invite donc à ne pas nous laisser envahir par la colère de part et d'autre, mais à objectiver consciencieusement les questions de fond pour qu'elles ne se retournent pas contre nous. Mercure, qui entre dans le Taureau le 3 avril, se retrouve lors de cette pleine lune conjoint au nœud nord. Cet aspect est à la base du fameux cerf-volant dont je vous parlais en tout début de vidéo et qui relie harmonieusement Saturne, Mars et fait une opposition au nœud sud. Mercure et le nœud nord sont en quelque sorte le catalyseur d'une figure, alors certes très créative, mais qui demande malgré tout de définir précisément un objectif, un cap, au risque de rester dans une certaine inertie. Un cerf-volant a beaucoup à voir avec les énergies du Sagittaire et de Jupiter, qui, au-delà de ces effets d'expansion harmonieuse et pratique, peuvent également apporter une sorte de protection, alors qui peut limiter la casse, à condition toutefois de se mettre en mouvement. Un trigone est un aspect soutenant, un sextile, un aspect d'exécution. Si l'on ne fait pas feu de tout bois à partir du socle même de la conjonction Mercure-Nœud Nord, alors il ne se passera pas grand-chose. On peut simplement se reposer sur ses lauriers, et au vu de ce qui se passe en ce moment, on est en droit de les remettre amplement en question. Le nœud sud en apex à ce cerf-volant et à la tête de l'opposition, le seul aspect tendu de cette figure, est comme le balancier dynamique à la mise en route de tout ce mécanisme. Alors maintenant que je vous ai brièvement expliqué le fonctionnement de cette figure, on va tenter de la décortiquer point par point en la remettant dans son contexte.
Alors commençons par ce fameux catalyseur, Mercure, la planète du mental et de la communication, qui est en Taureau, et qui est plutôt lente à comprendre et à intégrer. Comme tout signe fixe qui demande un certain temps pour se mobiliser avant de se décider et d'aller jusqu'au bout. À partir du moment où Mercure sait ce qu'il a à faire, il fera preuve dans ce signe d'un pragmatisme et d'un entêtement extrême, ce qui dans certains cas lui permettra la pleine croissance de ses objectifs sur le long terme si ces derniers sont bons, mais auquel cas il peut tout à fait rester buté malgré toutes les objections, voire les meilleures raisons du monde. Dans ce signe, il y a l'idée de construction très empirique des choses qui passe la plupart du temps par les sens humains. Et là encore, tout dépendra du flair naturel et de la sensibilité de tout un chacun. Tout le monde n'en est pas pourvu de la même manière. Le réalisme ne fait pas toujours rêver. C'est pour cela que pour faire passer ces idées très concrètes, et pas toujours les plus originales, c'est vrai, Mercure en Taureau doit faire preuve, alors certes de bon sens, mais également de patience et surtout de douceur envers tous ceux avec qui il communique. Comme c'est un signe de terre, il aura tendance à s'appuyer sur le passé, sur ce qui a fonctionné, car d'une manière ou d'une autre, ce sera toujours la sécurité et la stabilité qui lui importera avant tout. N'oublions pas non plus que ce signe est en lien avec les possessions, l'argent, les ressources, donc la préservation sera ici toujours préférable que la prise de risque. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'endroit où Mercure est le plus fun, cela va sans dire, mais il ne lui est pas interdit d'élargir son enclos et de le faire avec une certaine légèreté. Tout ce que je viens d'évoquer est très en lien avec ce qui est en train, alors, petit à petit, de venir sur le devant de la scène. Le jour où j'enregistre cette capsule, il est question d'une tarification progressive sur l'eau qui, avec Saturne en Poisson, sera forcément de plus en plus questionnée et freinée. L'eau est une ressource, alors certes fondamentale et collective, et bien au-delà de l'aspect écologique, le pouvoir, s'il en a la possibilité, ne se privera pas pour la privatiser davantage et profiter de l'aubaine pour augmenter les profits de ceux qui en ont déjà trop et limiter encore plus tous ceux qui perdent chaque jour davantage. Alors veuillez m'excuser si cette capsule est plus politisée que d'habitude. En même temps, le signe de la Balance est le premier signe collectif et tout ce qui enjoint le collectif, le citoyen, est politique. Nous vivons collectivement un moment historique et qui prend le pas sur tout. Il me semblerait totalement futile d'aborder des thématiques plus légères dans un contexte qui nous concerne tous et qui, au-delà de ça, conditionne entièrement le cours de nos vies et notre futur encore en germe. En ce moment même, et avec l'avènement de tous ces changements planétaires, il y a comme plusieurs chemins qui s'offrent à nous et nous avons tous une part de responsabilité à ne pas nier. Quelle que soit notre profession, notre bord, là où nous habitons, nos idéaux. Et c'est maintenant que tout commence, que nous avons encore la possibilité de décider en notre âme et conscience de la voie à suivre avec force et courage, sans craindre de dire non, de nous opposer, et parfois violemment, contre une violence d'État qui va au-delà de nos frontières et qui, si elle n'est pas arrêtée, peut sérieusement nous emmener dans des dérives extrêmement préoccupante pour la majorité d'entre nous. Alors je ne dis pas ça pour effrayer, car je porte personnellement un grand optimisme au fond du cœur, mais je vois et j'entends encore beaucoup trop de gens, quels que soient les âges, à ne pas s'investir, voire à se désintéresser des questions politiques de notre monde, et qui pourtant sont les clés de voûte de compréhension pour poser nos propres pierres, et même les plus personnelles, voire les plus inconséquentes. Ne l'oublions jamais, tout est politique. Manger, boire, faire l'amour, danser, chanter, réparer, jardiner, voyager, apprendre, tout est politique. Ce n'est pas seulement réservé à des personnes qui ont fait des écoles ou des formations pour. Et c'est ça qui fait frémir, d'entendre des gens dire qu'ils ne sont pas intéressés, que ça les saoule, qu'ils ne comprennent rien, seulement parce qu'on ne leur en a jamais donné le goût, voire qu'on a tout fait pour les en dégoûter. Alors personnellement, à mon petit niveau, je continue à le faire à ma façon, et j'ose espérer que vous en faites autant, car c'est bien l'inaction et le désintérêt qui nous fera collectivement emprunter le mauvais chemin, car il sera décidé par tous ceux qui, eux, s'y intéressent. Pluton en Verseau nous invite pourtant à reprendre ce pouvoir collectif qui a déjà été tenté il y a plus de 2 siècles et demi déjà,
et qui s'invite à nouveau dans nos vies. Ce n'est pas un hasard si nous le vivons. Nous devons accepter d'y jouer notre rôle. Pluton en Verseau peut nous parler du pouvoir de citoyenneté éclairée qui plus que jamais doit commencer à se développer et s'amplifier dans les années qui viennent. Et cette première incursion nous le met devant les yeux de façon très puissante, alors autant s'y mettre ensemble dès à présent, avec le plus de conscience, et je dirais même d'abnégation. Parenthèse terminée, je reviens à Mercure qui, en Taureau, entamera très prochainement sa boucle de future rétrogradation qui débutera le 21 avril. La planète restera donc dans ce signe de Terre jusqu'au 11 juin. En y entrant, elle forme ce fameux carré croissant avec Pluton qui nous indique forcément énormément d'intensité dans les échanges et une tendance aux extrémismes de toutes parts. Cela peut également nous renvoyer à cette idée de coercition que nous observons déjà, notamment entre les forces armées et les manifestants. N'oublions pas que Mars se trouve en chute dans le signe du Cancer, qui représente le peuple, la démocratie, la protection, donc des notions qui ont beaucoup de mal à cohabiter avec la dureté et la violence de Mars, le maître du Bélier, qui est très puissant en ce moment, mais par ailleurs très fragilisé par Chiron. Pour faire simple, et c'est pour cela que je vous disais que ce cerf-volant ne m'évoquait pas forcément de jolies choses, car quand il relie des planètes en difficulté, cela peut juste faciliter ces dites difficultés. Tout en haut de cette figure, le nœud sud en Scorpion, le maître de Pluton, titille également par son opposition, et le Scorpion et Pluton nous parlent de pouvoir, ou dirais-je même d'abus de pouvoir, ou de pouvoir unilatéral, et d'une immense difficulté à lâcher du lest, à se transformer, à accepter le compromis et la remise en question. Tout semble rejeté en face comme pour bloquer davantage ce catalyseur formé par Mercure et le nœud nord en Taureau, qui ne tend qu'à se cristalliser. Alors à défaut de se mobiliser positivement, il peut à l'inverse déployer son besoin de sécurité par la violence avec un Mars en chute en Cancer et la paralysie avec un Saturne idéologisé en Poisson. Ce cerf-volant contient donc en lui des énergies très polarisées, très duelles, qui, à mon sens, auront durant cette pleine lune beaucoup de difficultés à trouver la bonne voie de sortie. Alors, tout ceci va se détacher progressivement, et puis notons que Mercure va continuer sa route presque jusqu'à Uranus, comme pour lui aussi se libérer et tenter de trouver des solutions plus originales et, dirons-nous, plus couillues que celles développées jusqu'alors. Et c'est à ce moment-là qu'il repartira en arrière pour reformer un dernier carré à Pluton. Donc le temps de la transformation ne fait que commencer, et dans la matière, nous voyons bien que ça bloque encore, que nous n'avons toujours pas à notre disposition les solutions crédibles pour y aller ensemble, notamment à cause d'un gros problème de légitimité, amplifié par des émotions nourries de rancœur. C'est bien pour ça que nous devons profiter de ce temps pour fignoler les derniers recoins de peur, de doute, d'insécurité et d'ego, pour apaiser la colère et retrouver plus de justesse et d'harmonie dans nos rapports les uns avec les autres. Nous sommes à présent en plein dans la crise politique, démocratique, institutionnelle, générationnelle, crise de classe, car le monde qui s'éteint avec ses figures de pouvoir n'ont pas la sagesse de ce vieil officier à la retraite, quelle chance, vous me direz, et qui accepte sereinement qu'une page s'est tournée et qu'il n'en fait plus partie de la même façon. Quelle page devez-vous tourner dans votre vie ? Quel rôle accepterez-vous de vous départir ou du moins de transmuter ? Quel relais souhaitez-vous faire passer ? Ce sont très certainement toutes ces interrogations que nous nous devons d'avoir durant cette pleine lune. Alors, je voulais terminer par une note plus douce avec Vénus, le maître de cette pleine lune en Balance, qui est toujours en conjonction dite séparante avec Uranus, et qui, ma foi, fait des aspects plutôt fluides, même si intenses, avec Neptune et Pluton. Vénus, qui est toujours en Taureau, reste encore pour le moment dans un signe qui lui correspond bien. Elle communique donc encore mieux avec la Lune, puisque d'un côté comme de l'autre, ces deux planètes s'apprécient dans ces deux signes. La Lune est exaltée en Taureau, alors ce n'est pas à proprement parler une réception mutuelle, mais ça pourrait y ressembler.
Vénus est la première planète dite personnelle à avoir traversé les énergies d'Uranus. Comme avec Pluton, le premier jour de l'année 2023, elle se propose d'être l'éclaireur, celle qui ose passer sous les acides de la transformation, des eaux de la dilution, puis sous les vents de la libération. Symboliquement, on pourrait comprendre que ce sont les énergies féminines qui ouvrent la voie vers ce nouveau monde qui s'avance, fait de plus de douceur, de réceptivité, d'intuition, d'ouverture et de sensibilité à la nature humaine comme écologique. Alors certes, nous n'en sommes pas encore là car les forces masculines ne sont toujours pas prêtes à céder leur part du gâteau, mais Vénus sème très courageusement les toutes premières graines que les autres planètes viendront arroser par la suite. Dans ce monde encore extrêmement divisé, et je dirais même terriblement exsangue, où tous les attributs masculins ont été portés tels des étendards, à savoir par le pouvoir, la guerre, la productivité, le paternalisme, et j'en passais des meilleurs, Vénus vient, comme qui dirait, reprendre le flambeau pour contrebalancer très subtilement ses effets. Alors je ne sais pas pourquoi, mais sa position dans la carte non loin d'Uranus, le révolutionnaire, au sextile à Neptune, l'idéaliste, et au trigone de Pluton, le transformateur, je vois Vénus comme une sorte de Marianne, notamment dans le célèbre tableau de la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, au-delà des divisions, des guerres et de l'incertitude que cela provoque, nous avons intérêt, et notamment durant cette pleine lune, à retrouver l'équilibre dans nos polarités. Nous avons tous en nous un Mars et une Vénus, donc un guerrier et une conciliatrice. Il n'y a pas de choix à faire, mais à retrouver le dialogue entre les deux. Notre société n'a jamais autant été divisée, alors se creuser ne doit pas servir à la destruction, mais à la réunification d'un nouveau magma, alors certes encore en fusion, mais ne serait-ce pas, comme en alchimie, le premier pas vers la véritable transformation? Cette pleine lune nous invite à prendre en compte nos propres divisions, nos profondes ambiguïtés, nos conflits les plus violents. Ce n'est toujours que la peur qui les alimente, et c'est en y déversant les apparats du féminin, de la balance et du taureau, c'est-à-dire par la voie humaine et terrestre, que nous serons en mesure d'apaiser et de guérir tous nos guerriers sacrés. Le combat n'a rien de négatif si ce dernier est alimenté par l'amour. Il devient seulement destructeur quand il est prôné au nom de l'amour ou de certaines valeurs. Le féminin, au devant des conflits, ne doit pas se transformer en étendard, mais comme un porte-voix. Alors bien sûr, tout ceci est très subtil, mais n'est-ce pas cela sa véritable force? Je vous laisse méditer là-dessus. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra une fois de plus de vous placer de la façon la plus harmonieuse au centre d'un échiquier très polarisé. Je vous remercie une fois encore pour votre écoute, vos messages, vos likes et vos retours. N'hésitez pas à m'en laisser un. Vous commencez à le savoir, mais comme c'est un vrai plaisir, je n'hésite pas à vous le répéter. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à consulter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune juste et pacificatrice. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.